management des ressources humaines en secteur public et nous avons l'immense privilège d'accueillir une ministre. C'est quand même pas tous les jours qu'on accueille un ou une ministre dans notre cours. Donc on est tout à fait ravis d'accueillir Madame Valérie Debu cet après-midi. Et donc, je vais peut-être vous décrire en quelques mots ce que nous avons au menu de notre séance d'aujourd'hui. Donc, quelques mots d'introduction, bien sûr, sur la fonction publique en Wallonie, les axes dans lesquels je vais présenter différents projets. Donc, d'abord, le premier axe qui est de l'attractivité et le sens de la fonction publique, la modernisation de l'administration, et le troisième axe sur la formation et le développement de la carrière. Et peut-être quelques mots aussi sur la gestion de la fonction publique dans cette période de crise Covid, et puis bien sûr des questions-réponses. Bien évidemment, s'il y a des besoins de documents plus précis, plus détaillés, ou des questions vraiment pour lesquels je n'aurais peut-être pas répondu de manière suffisamment précise, on peut tout à fait rester en contact et procéder à des échanges de documents ou de réponses. Alors, concernant la DPR, donc comme vous l'avez dit, notre gouvernement a été formé en septembre 2019 et notre déclaration de politique régionale, donc notre feuille de route pour les 5 années de mandature, indique que les services publics constituent des instruments essentiels pour la garantie de l'intérêt général et sont des instruments fondamentaux pour lutter contre les inégalités croissantes. Pour le gouvernement, les agents publics jouent un rôle clé dans la mise en œuvre des politiques sociales, environnementales et économiques qu'il entend mettre en œuvre. Aussi, la fonction publique doit être efficace, impartiale et forte pour remplir les missions qui sont les siennes et assurer la satisfaction des usagers. Elle doit être attractive et valorisante pour ses agents. Alors, quelques mots sur la fonction publique en Wallonie. Alors, en Wallonie, c'est les agents du SPW qui, en fait, relèvent du Code de la fonction publique wallonne, sont au nombre de 10 141, donc à la date du 31 décembre 2020. Donc c'est l'employeur qui occupe le plus grand nombre de collaborateurs en Wallonie. Donc ça, ce sont tous les fonctionnaires qui relèvent directement du service public de Wallonie, mais dans la fonction publique wallonne, il y a aussi un certain nombre de ce qu'on appelle des UAP, donc des unités d'administration publique, telles que le Forem par exemple, l'AVIC dont on entend beaucoup parler puisque c'est eux qui sont au cœur de la gestion de la crise en Wallonie, l'ICEP par exemple qui est un institut assez connu dans le domaine de l'environnement, et l'IWEPS qui en fait réalise des statistiques. L'ensemble de ces UAP qui en fait dépendent aussi du gouvernement, totalise 8800 collaborateurs, et donc on peut estimer que la fonction publique wallonne regroupe plus ou moins 19 000 membres qui sont soit contractuels ou statutaires. Alors, autre chose, c'est que la fonction publique se caractérise par des fonctions multiples. Il y a plus de 200 fonctions qui correspondent à tous les niveaux de diplôme dans les grands secteurs d'activité qui relèvent de notre champ d'action. Donc, il y a évidemment le logement, tout ce qui est l'aménagement du territoire, l'énergie, l'économie, la recherche, les aides aux entreprises, les infrastructures publiques et la mobilité, l'environnement, l'agriculture et le support, par exemple. C'est quelques exemples. Il y a plus ou moins 60% des effectifs qui sont sous contrat et 40% qui sont sous statut, avec des réalités différentes entre le SPW et les UAP. Si vous êtes intéressé par des chiffres ou des informations plus précises sur les caractéristiques de la fonction publique, l'IWEPS en fait régulièrement produit des rapports qui peuvent être intéressants pour vos réflexions et vos travaux. Alors, évidemment, les avantages de collaborateurs dans la fonction publique, c'est le fait de pouvoir maintenir un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, une stabilité d'emploi, même pour les agents qui sont contractuels, des conditions de travail aussi, et certains avantages extra-légaux, notamment via le service social de la région wallonne. L'inconvénient qui est souvent associé à la fonction publique, c'est une évolution de carrière moins rapide que dans le privé, une carrière
plus plane, et aussi des lourdeurs administratives qui peuvent être notamment liées à la taille de l'administration, de l'institution, aux différentes règles de procédure, et on pense par exemple aux marchés publics, aux règles budgétaires ou encore aux règles de recrutement. Alors mes objectifs pour la fonction publique d'aujourd'hui et de demain, donc c'est comme la DPR l'indique, une fonction publique efficace, impartiale, forte, attractive et valorisante pour ses agents. La fonction publique dispose de talents auxquels nous nous devons d'être attentifs et auxquels nous nous devons d'offrir la possibilité d'évoluer au sein d'une administration consciente de sa plus-value humaine, et donc le lieu de travail doit être un lieu d'accomplissement. Si vous avez l'occasion, dès que la crise le permettra, d'assister aux Job Days que j'ai eu l'occasion d'inaugurer en septembre, juste après ma prise de fonction, vous verrez toute la multitude d'opportunités que peut proposer le SPW, et aussi la volonté de l'administration d'attirer de nouveaux talents, particulièrement d'ailleurs des jeunes, puisque la pyramide des âges est assez vieillissante, et il y a là tout un défi d'attirer et de maintenir des talents plus jeunes pour la fonction publique de demain. De nombreux défis aussi en termes de digitalisation. J'y reviendrai tout à l'heure dans le cours de mon exposé. 5 valeurs en matière de ressources humaines qui animent mon projet politique, enfin le projet politique du gouvernement, donc les valeurs autour de la confiance, l'autonomie, la collaboration, la responsabilité et l'exemplarité. Alors, l'administration, donc le SPW, a travaillé sur une vision 2030, une vision qui a été approuvée par le gouvernement wallon, qui a été d'ailleurs déclinée dans toutes les directions et les différentes implantations du SPW. Je crois que cette vision est disponible en tout cas sur Internet. Alors, premier axe sur lequel je voudrais donc vous parler, c'est l'attractivité et le sens de la fonction. Peut-être démarrer par une citation de Sénèque qui disait « Donner un sens à la vie, au travail, c'est envisager notre réalité dans les deux acceptations du terme de sens, c'est-à-dire donner à la fois une signification et une direction aux actes que nous posons. » Alors, premier thème sur lequel je voudrais m'approfondir, c'est le télétravail. Alors, le télétravail est un thème, en fait, était déjà un thème sensible avant la crise au sein de la fonction publique régionale, parce qu'il suscitait pas mal de débats, tant sur les bancs de l'autorité que sur les bancs syndicaux. Depuis maintenant cette crise, depuis 15-16 mois, il est devenu incontournable. Et au niveau de la fonction publique wallonne, nous avions un arrêté qui a été voté, conclu en décembre 2019, qui était quand même relativement, je dirais, moderne, compte tenu du contexte pré-crise, puisqu'on avait déjà prévu des dispositions en matière de télétravail plus souples, plus attractives aussi, donc à la fois pour l'organisation du SPW, mais aussi pour permettre aux collaborateurs d'avoir des conditions de travail plus adaptées au rythme de vie actuel et permettre un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc il y avait, si vous voulez, avant la crise, 1500 collaborateurs sur les 10 000 du SPW qui étaient donc déjà intéressés et qui pratiquaient le télétravail. Donc il y avait des conditions plus souples d'accéder, en matière d'ancienneté notamment, et donc le télétravail pouvait représenter jusqu'à 2 jours semaine. Alors, autre thème important que nous avons décidé de remettre à jour dans le cadre de cette mandature, c'est le fameux CMP, donc le certificat de management public. Monsieur De Vicher l'a évoqué. Il n'apparaît pas à l'écran, mais il va apparaître tout de suite. En fait, je serais peut-être, madame, la personne qui nous a rejoint connaît sûrement bien mieux la matière que je ne pourrais le faire maintenant, parce que je vais juste esquisser les éléments de réforme. Il faut savoir que le certificat de management public a été initié par le précédent gouvernement, donc en 2009,
jusqu'en 2014. Donc c'était une réforme qui permettait d'objectiver le recrutement des hauts fonctionnaires, donc vraiment les directeurs généraux de l'administration et de certains adjoints. Donc il permettait aussi d'augmenter l'efficacité et la performance de l'administration publique, de son management, d'améliorer les compétences de l'administration. Il faut savoir qu'entre 2014 et 2019, les deux gouvernements qui se sont succédés n'ont pas donné suite à cette réforme et donc n'ont plus développé le CMP, donc n'ont pas réalimenté, si vous voulez, le pool de hauts fonctionnaires potentiels. Et donc ce gouvernement-ci, dans sa DPR, a décidé de relancer le CMP, bien évidemment en tenant compte des évaluations qui ont été faites suite à la première expérience. Donc ces évaluations qui ont permis, par exemple, de plus orienter la formation vers les compétences managériales des futurs fonctionnaires, aussi de rendre les formations plus orientées vers les études de cas. Et l'objectif est également d'attirer dans la fonction publique des talents du secteur privé, donc avec leur expérience du secteur privé. Donc c'est vrai que nous sommes en plein dans la procédure réglementaire, puisque c'est une réforme par arrêté du gouvernement. Nous allons bientôt proposer au gouvernement le 3e arrêté qui fera suite à l'avis du Conseil d'État qui est attendu. Et c'est vrai que la volonté est à l'horizon de la fin de la mandature, donc de 2024, de pouvoir proposer 2 cohortes, si vous voulez, de nouveaux aux fonctionnaires potentiels à travers évidemment une formation qui pour le moment est à l'étude avec le concours de l'EAP, donc l'école d'administration publique, et des universités qui vont travailler sur un programme, qui sont occupés de travailler sur un programme de formation. Voilà en quelques mots cette réforme. Mais si vous le souhaitez également, je peux vous fournir des documents plus précis. Alors, troisième élément sur lequel nous travaillons, je ne crois pas qu'il sera sur le site, mais c'est important de savoir que nous travaillons également sur le statut du lanceur d'alerte. Puisque là, il y a une directive européenne qui a été votée et tous les niveaux de pouvoir sont tenus de la transposer dans le droit wallon. Nous travaillons également, vous savez qu'il y a parfois évidemment des difficultés, des scandales qui ont été révélés et il faut évidemment protéger les lanceurs d'alerte et donc il y a des groupes de travail qui sont en cours pour transposer ces directives. Alors le deuxième axe est donc lui consacré à la modernisation de l'organisation, donc de la fonction publique. Et donc là, la volonté, c'est d'avancer vers une organisation plus transversale. Alors, la fonction publique wallonne a effectivement la caractéristique d'être organisée plutôt en silos. Donc avec évidemment, par exemple, le silo fiscalité, donc ceux qui perçoivent par exemple la taxe de circulation, le silo aménagement du territoire, donc tout ce qui relève des permis d'urbanisme, et d'autres comme les pouvoirs locaux ou par exemple l'énergie ou les aides à l'emploi. Donc la volonté, c'est de travailler vers une organisation plus transversale. Et donc nous avons ici sur la table 2 projets qui sont en voie de finalisation. C'est le projet qui s'appelle le projet Connexion, qui en fait vise à mettre en place une vraie direction support qui donc sera transversale et chargée donc des ressources humaines, de la logistique mobilière et immobilière, de la communication et du support juridique et qui dépendra directement de la secrétaire générale qui est la fonctionnaire dont dépend le secrétariat général et ses services transversaux. Il y aura aussi le fait de pouvoir créer un SPW Finance qui, en plus de la fiscalité, vous savez qu'il y a la fiscalité de base, mais celle aussi qui provient de la 6e réforme de l'État, donc notamment le précompte immobilier, mais aussi donc tous les aspects budgétaires, gestion de la dette, etc. Tout ça sera rassemblé au sein d'une seule direction. Et puis, et donc là, je vais venir aussi aux enjeux de la digitalisation, c'est la création d'un SPW digital
Donc, il sera chargé de la mise en place de la stratégie digitale. Donc là, comme le dit le slide, c'est pour plus d'efficacité, de projets collaboratifs entre les différentes entités et une efficience au bénéfice des citoyens et des agents, avec la volonté de simplifier, de mettre en place des tâches moins répétitives pour que les agents puissent consacrer beaucoup plus de temps à l'accompagnement et au conseil. Alors un autre projet très important qui est en voie aussi de mise en œuvre, c'est la mission de la CIAO Team. Donc ça, c'est la mise en place d'une organisation numérique, donc une organisation numériquement réfléchie, simple et accessible et pensée donc numérique par défaut. Donc là, il y a déjà 2 ans maintenant, une CIAO Team a été mise en place pour repenser toute la stratégie digitale de l'administration. Le gouvernement wallon a désigné il y a quelques semaines un CIO, donc un Chief Information Officer, qui a pris ses fonctions, je crois, tout récemment, ou en tout cas, je me demande d'ailleurs si ce n'est pas aujourd'hui d'ailleurs qu'il a pris ses fonctions. Et donc là, évidemment, la volonté, c'est la digitalisation, la simplification, c'est la mise en place de dispositifs donc, pour les usagers, qu'ils soient citoyens, entreprises, pouvoirs locaux. Donc c'est l'approche intégrée en matière de dématérialisation, orientation usagée, gestion des risques, aspects organisationnels et RH, ainsi que les aspects légaux et réglementaires. Alors, là, il y a évidemment beaucoup de travaux qui sont en cours. Donc, il y a déjà évidemment tout un processus qui a été mis en place, un diagnostic avec des recommandations et une stratégie qui maintenant doivent être mises en œuvre par le nouveau CIO, donc avec la volonté d'avoir des services plus efficaces, plus intuitifs, des services personnalisés, donc une expérience multicanale homogène, une reconnaissance des compétences SP de ses collaborateurs et une efficience au bénéfice des citoyens et des agents. Donc là, c'est vraiment des outils donc, qui sont en cours de mise en œuvre. Donc il y a différents projets qui sont en cours. Donc par exemple, Mon Espace, c'est un exemple concret. Actuellement, vous avez plusieurs portails possibles et plusieurs points d'entrée possibles. Et donc l'objectif, c'est d'avoir un seul point d'entrée au travers de Mon Espace. Donc il y a déjà différentes étapes qui sont accomplies et qui sont en cours. Autre chose aussi, c'est mettre en place des plateformes, travailler notamment en matière de pour tout ce qui concerne les sanctions administratives. Il y a par exemple des sanctions dans le domaine de l'environnement. Il y a des sanctions qui sont, suite à la 6e réforme de l'État, prévues pour les infractions routières. L'idée, c'est de travailler sur une plateforme commune, mais qui répondent à des objectifs de différentes directions. Il y a aussi la volonté de simplifier notamment l'accès aux subventions. Vous pouvez avoir différentes subventions, par exemple les primes énergie, des primes logement ou des aides aux entreprises, par exemple. Eh bien, il y a la volonté de créer un point d'entrée via la plateforme Subside. Donc là, il y a des objectifs qui sont définis avec une montée en puissance de cette plateforme en fonction, bien évidemment, des différentes thématiques. Autre dossier sur lequel le gouvernement est mobilisé, c'est le budget base zéro. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, notamment via la presse. Donc, je pense que la région wallonne est la seule entité en Belgique à avoir décidé de cette méthodologie. Donc, c'est une initiative qui dépend du ministre du Budget, qui est donc mon collègue Jean-Luc Cruc, qui est donc une réflexion donc, sur l'ensemble des dépenses et des recettes de la région wallonne, en vue donc de questionner chaque direction, chaque unité de décision, comme on dit, pour vérifier si la dépense et la recette sont utiles ou comment ils peuvent être affectés. L'objectif est de dégager évidemment des marges d'investissement, c'est que les économies seront réinvesties dans différents projets. Donc c'est toute une réflexion sur la réallocation des ressources budgétaires, mais aussi évidemment en ressources humaines, puisque est associé à cette réflexion de budget base zéro un accompagnement en ressources humaines pour redéfinir la charge de travail de l'ensemble des collaborateurs et de voir comment elle peut être répartie. Donc si par exemple dans une direction, suite à une optimisation par exemple du principe des primes
il y a des primes à l'énergie, des primes au logement. Donc s'il y a une réflexion, si on optimise ce processus-là, il y a peut-être des ressources humaines, des collaborateurs qui pourront être affectés à d'autres tâches, là où il y a des besoins évidemment criants, en fonction par exemple de ce qui est venu de la 6e réforme de l'État, mais tout ça nécessite bien évidemment un accompagnement des ressources humaines et des formations pour permettre aux collaborateurs de pouvoir se déployer dans des fonctions nouvelles. Donc ça, c'est un projet qui est en cours, donc qui est prévu sur 2 ans. Donc il y a une première phase de 6 mois qui a déjà été accomplie sur le plan de plutôt budgétaire. Et donc à ces phases-là seront associées bien évidemment des propositions en matière d'affectation des ressources humaines. Donc ce projet est bien évidemment mené par un consultant, mais avec le concours des directions générales et en parfaite concertation avec les syndicats, parce que je dirais, donc je n'ai pas lu toute la DPR, mais je crois que vous l'avez, c'est évidemment aussi la concertation sociale qui est un principe sur lequel évidemment le gouvernement est tout à fait mobilisé pour travailler en bonne relation avec les syndicats. Alors concernant le 3e axe, donc ça relève donc de la formation et du développement de carrière. Donc en matière de formation, il y a un chantier très important qui s'ouvre pour le SPOE et qui est de mettre en place une vraie stratégie de formation et d'arriver à ce qu'en fin de mandature, chaque collaborateur ait au moins un objectif de 5 jours de formation par an, donc pour chaque ETP, donc comme je l'ai dit. Donc, c'est des formations qui visent le développement de compétences, des besoins individuels et aussi les besoins collectifs de l'organisation, bien évidemment, en mettant aussi l'accent sur la culture du numérique. Alors, il faut savoir qu'actuellement, nous sommes à 2 jours de formation par an, donc il y a quand même une marge pour mettre en place cette stratégie de la formation. L'école d'administration publique est mobilisée sur cette question et elle travaille actuellement sur une offre de formation pour atteindre ces objectifs-là. Alors, il y a, dans le cadre aussi de cette mandature, une réforme qui est prévue sur le processus d'évaluation. Alors, dans la DPR, il est prévu évidemment que, en concertation avec les représentants des travailleurs, il sera mis en place une culture de l'évaluation orientée sur les résultats et conditionnant l'évolution de carrière de l'agent. Il faut savoir que maintenant, au sein de la fonction publique wallonne, l'évaluation est une procédure très complexe, très formelle et qui n'atteint pas ses objectifs, ni en matière d'évaluation de l'agent, ni en matière de bien-être et de progression personnelle. Et donc, il y a des expériences pilotes qui sont menées actuellement au sein du SPOE pour alléger, assouplir les procédures d'évaluation et modifier en fait l'approche de l'évaluation en donnant beaucoup plus d'importance à la reconnaissance et à la culture du feedback. Donc, on a eu l'occasion d'assister à un webinaire avec des professeurs d'université, des académiques, mais aussi des entreprises qui avaient modifié complètement la culture d'évaluation de leurs collaborateurs. Et donc, il y a évidemment l'enjeu de voir comment cette culture du feedback va être liée à l'évolution de carrière, parce que pour pouvoir évoluer, on a quand même besoin d'une évaluation. Et donc, tout ça, c'est l'enjeu d'une réforme que nous devons mener pendant cette mandature, puisque l'évaluation doit être un outil de management, donc qui permet de dynamiser, de responsabiliser, de motiver, de dialoguer, de partager avec les collaborateurs. Elle doit permettre aussi de donner du sens au travail. Donc ça, c'est un thème très important au sein du SPOE. Il faut savoir que le SPOE a développé depuis quelques années un plan bien-être et qu'elle a chaque année une journée bien-être qui est organisée, et cette année, c'était justement le sens au travail. Et donc, l'évaluation doit aider les agents à atteindre leurs objectifs, identifier les compétences et les développer, notamment
les formations ont un rôle important à cet égard. Alors, l'auto-évaluation doit être prévue plus systématiquement pour aider les collaborateurs à évoluer. Donc, ça, c'est évidemment le cadre, les enjeux, mais un des priorités, en tout cas, pour cette mandature, quelque peu bousculée avec le Covid, vous vous en doutez, c'est d'avancer sur cette évaluation et de voir comment on peut simplifier tout en ne cassant pas le lien avec la carrière. Alors, autre chose dans la fonction publique, mais ça vous le savez sûrement, c'est que dans la fonction publique, évidemment, les masters donnent accès à des emplois de niveau A, les baccalauréats, c'est des emplois de niveau B, les certificats d'études de diplôme de secondaire supérieur, c'est les emplois de niveau C, et les accès aux emplois de niveau D n'exigent pas de diplôme ou de certificat d'études, sauf pour certaines fonctions techniques. Donc là, il y a une possibilité qui existe dans le code de la fonction publique, c'est l'accession au niveau supérieur. Donc c'est permettre à des agents qui n'ont pas nécessairement les diplômes requis de pouvoir, au travers d'un processus d'examen, donc de concours, comme on dit, d'accession au niveau supérieur, de pouvoir postuler à d'autres niveaux d'emploi. Et là aussi, nous devons mettre en place une réforme parce qu'actuellement, pour les collaborateurs qui suivent certaines formations parallèlement à leur profession, ils ne sont pas dispensés de toute cette procédure d'examen et de concours. Et donc, nous avons demandé au SPW de pouvoir simplifier la procédure pour pouvoir en tout cas permettre une évolution, une mobilité plus rapide pour les collaborateurs au sein de l'administration. Alors, peut-être quelques mots avant de vous laisser le loisir de poser vos questions sur la gestion de la pandémie. Je pense que comme beaucoup de secteurs, la fonction publique a été évidemment frappée de plein fouet par la crise. On ne peut pas dire que comme aussi d'autres secteurs, on était suffisamment préparé. Hein, c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Et donc très vite, il a fallu prendre un certain nombre de décisions et mettre en place toute une série de procédures. Donc évidemment, pour la fonction publique, c'était de continuer à assurer les missions de service public, tout en garantissant évidemment la sécurité et la santé des membres du personnel. Donc il y a 15-16 mois, on connaissait vraiment très peu de choses sur ce virus et donc il y avait beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes légitimes par rapport à ce virus. Donc avant les décisions du Conseil national de sécurité à l'époque, il y a un certain nombre de mesures préventives qui avaient été mises sur place donc par les services du SPW, donc je dirais dès fin février, en tout cas début mars, il y a une cellule de coordination de crise qui a été créée pour suivre de manière continue la situation et d'être vraiment le lien entre les décisions du fédéral et le SPW. Il y a une mobilisation qui a été faite au niveau des responsables locaux en matière d'affaires du personnel, donc qui ont reçu donc les instructions pour informer les agents, particulièrement ceux qui sont évidemment concernés comme plus vulnérables, donc les personnes plus fragiles, mais aussi les personnes qui sont en contact direct avec d'autres personnes. Donc des instructions, une communication organisée donc par le SPW, donc vers les agents, et aussi vers les UAP, donc les unités d'administration publique, et alors des mesures évidemment liées aux gestes barrières, au nettoyage, à la désinfection, la fourniture de masques dès que ça a pu être possible. Tout ça a été mis en place. Voilà. Dès que la crise s'est déclenchée, que les mesures ont été prises dans le cadre du confinement, il a fallu du jour au lendemain faire basculer toute la fonction publique en télétravail. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, les réformes que l'on avait prises juste avant la crise, donc en décembre 2019, elles se sont généralisées à l'ensemble, enfin là où c'est possible évidemment de travailler en télétravail, et donc on est passé quasi du jour au lendemain, ou très rapidement, de 1500 collaborateurs à 5000 collaborateurs qui ont
pratiquer le télétravail. Et donc, évidemment, le personnel qui ne pouvait pas télétravailler dans le cadre du lockdown que nous avons connu, donc quasi total en mars-avril, partie du mois de mai 2020, donc il y a des personnes qui ont été placées en dispense de service avec maintien de la rémunération. Donc, au moment maximum de la crise, c'était 13,7% du personnel. Donc, par exemple, les convoyeurs. Il y a 700 personnes qui sont des convoyeurs scolaires qui accompagnent en fait les enfants dans le cadre du transport scolaire. Mais comme les écoles étaient à l'arrêt, donc tout ce personnel-là n'était plus en service. Il y a aussi donc tout le personnel d'accueil, tout le personnel qui prépare les bâtiments, notamment ce qu'on appelle dans le jargon de la fonction publique les réfectoristes, qui étaient aussi en dispense de service. Donc, il y avait la possibilité d'un congé de prophylaxie, donc avec maintien de la rémunération applicable aux statutaires, qui a été étendu aux contractuels. Donc, nous avons pris toutes les mesures à la fois pour les statutaires et les contractuels. Il y a eu des mesures qui ont été prises pour les personnes plus vulnérables, avec maintien de la rémunération, un aménagement des horaires de façon plus flexible, une extension aussi des congés pour motif impérieux d'ordre familial. Donc, par exemple, pour les horaires de travail, bon, c'était de ne pas exiger une présence dans les bureaux de telle heure à telle heure, mais de pouvoir accéder au site en fonction des besoins. Donc, par exemple, uniquement pour imprimer ou récolter des signataires, là où la dématérialisation n'était pas encore organisée. Alors, donc au plus fort de la crise, nous étions à plus de 50% de télétravail. Il faut savoir que il y a eu un travail énorme qui a été fait par les services informatiques pour garantir la sécurité, parce que travailler à distance, il faut aussi le faire dans des conditions de connexion technique et de sécurité pour les liaisons informatiques, et que le SPW avait déjà anticipé la généralisation donc, du travail collaboratif via les licences MS 365 et le fait aussi de doter chaque collaborateur d'un PC portable. Donc, ce plan n'était pas totalement implémenté au moment du déclenchement de la crise, mais lors de l'ajustement budgétaire de 2020, nous avons donné un coup d'accélérateur pour permettre à l'ensemble des collaborateurs d'être équipés avec un matériel informatique totalement compatible avec le télétravail. Et donc ça a été fait dans la deuxième partie de l'année 2020. Il faut savoir qu'il y a des collaborateurs qui sont partis avec leur ordinateur, leur tour, et donc tout le matériel s'il n'était pas encore équipé de portable. Donc il y a eu tout ce travail-là qui a nécessité donc un investissement très important de l'équipe informatique et aussi en matière de budget pour poursuivre, donc anticiper et renforcer la digitalisation, mais aussi la sécurité. C'était par exemple un budget de 4-5 millions d'euros en plus à prévoir. Et donc, parmi les enseignements, évidemment, c'est que les fonctions, les missions du SPW ont été remplies. Donc, il y a eu un monitoring qui a été effectué au sein de toutes les directions. Donc, le gouvernement a été saisi d'un rapport complet avec la manière dont les missions ont pu être remplies. Donc, quand je vous parle des missions, c'est essentiellement pendant le premier confinement, puisque durant le deuxième confinement, il y a quand même certaines souplesses par rapport à l'organisation du travail, même si le télétravail restait la règle et puis est devenu totalement obligatoire. Et il y a eu aussi un enseignement positif, c'est que la collaboration et les synergies entre le SPW et l'ensemble des unités d'administration publique a été renforcée. Il faut savoir que dans notre déclaration de politique régionale, nous voulons améliorer les synergies donc, et construire une fonction publique régionale, bien sûr en tenant compte des spécificités des métiers et aussi des structures, mais cette crise a permis un travail en synergie beaucoup plus prononcé entre les différentes entités qui ont échangé leurs bonnes pratiques et surtout voilà, travailler ensemble. Un exemple concret, par exemple, c'est les réflexions en matière de télétravail. Donc, c'est un sujet sur lequel mes équipes et moi-même sommes très mobilisés. Pourquoi? Parce que le télétravail donc, est devenu maintenant incontournable. Alors, on est passé d'un télétravail, je dirais,
plutôt embryonnaire et maintenant un télétravail quasi à 100%. Alors il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de professeurs d'université, beaucoup d'académiques qui réfléchissent sur ces questions-là. Il y a beaucoup aussi d'entreprises qui anticipent, je dirais, le monde de demain. Et donc, on a des projets aussi pour revoir l'organisation du télétravail au sein du SPW, tenant compte des enseignements de la crise. Alors, c'est un sujet passionnant. À la fois, il y a des aspects très positifs que j'ai déjà donc tout à l'heure évoqués, mais aussi des aspects très négatifs. Des collaborateurs qui, pour lesquels travailler 100%, c'est très compliqué. Il y a cette distance avec les équipes, ce manque de contacts sociaux avec les équipes et aussi toute la difficulté d'instaurer un management. Donc, certains responsables d'équipe et directeurs ne sont pas du tout formés pour manager leurs équipes à distance. Et donc, ça peut créer des problèmes de relations humaines. Ça peut aussi créer des phénomènes de team out où les collaborateurs se sentent exclus et donc peuvent évidemment manifester des phénomènes de burn-out ou ne plus être du tout motivés. Donc, c'est toutes des questions sur lesquelles on travaille beaucoup pour le moment, pour essayer de voir quel sera le télétravail demain. Alors, il y a évidemment un équilibre, je pense, à pouvoir établir entre un télétravail, je dirais quasi 50%, mais on ne doit pas le voir que de manière quantitative, mais en tout cas permettre dès que possible le retour des équipes en présentiel et en tout cas veiller à ce qu'il y ait quand même toute cette dynamique d'équipe et de créativité qui est importante aussi lorsque l'on est réunis sur un même lieu. D'ailleurs, au niveau de la fonction publique, avant ici les mesures qui ont été durcies fin mars, début avril, puisque maintenant nous devons remplir un registre et qu'il y a des contrôles, et je peux vous dire qu'il y a des contrôles au sein aussi des cabinets ministériels. Avant ces mesures ici, donc entre novembre et fin mars, dans ma circulaire, j'avais vraiment permis aux chefs d'équipe de pouvoir organiser en fonction de l'intérêt du service, mais aussi en fonction des aspirations des collaborateurs, et donc de permettre aux collaborateurs de venir, même s'ils peuvent télétravailler, mais de pouvoir de temps en temps revenir au bureau, même si évidemment toute l'équipe ne peut pas être présente, mais en tout cas pouvoir avoir un environnement de travail qui est différent de son domicile. Pour le moment, ce n'est pas encore possible, mais là, on a dû permettre un certain nombre de choses pour garder un certain équilibre. Alors, on va organiser très prochainement un webinaire avec nos administrations, des expériences peut-être qui ont été déjà menées dans d'autres structures ou organisations privées, des réflexions d'académiques comme je l'ai dit, mais essayer d'associer à ça d'autres thématiques qui sont finalement proches du télétravail, c'est les new ways of working, comme on dit, donc c'est les nouveaux modes de travail et tout le débat autour de la déconnexion. Parce qu'il y a effectivement parfois des difficultés à pouvoir gérer son temps de travail et la charge de travail quand on est comme ça à distance. Et donc la manière dont on va devoir légiférer. Donc tout ça, ce sera un débat très passionnant aussi avec nos amis les syndicats, parce que voilà, il y a matière à débat. Et donc on a voulu en fait un peu globaliser ces thèmes-là qui sont bien présents dans la DPR pour en tirer tous les enseignements. Alors, je pense qu'on a cru que dès fin 2020-2021, on pouvait peut-être instaurer déjà ces nouveaux modes et mettre en place ces nouvelles formes de télétravail, mais on se rend compte que la crise ayant été très, très forte ici déjà début 2021, pas encore tout à fait terminée, même malgré les espoirs que donne la vaccination, mais en tout cas, on est tous bien d'accord de prendre du recul pour en tirer le meilleur et en faire une opportunité pour améliorer évidemment l'organisation du SPW, mais surtout aussi la qualité du travail, donc le bien-être de l'ensemble des collaborateurs du SPW. Donc ça, c'est un chantier qui nous attend ici pour le mois de mai-juin et en tout cas dès septembre, arriver avec des propositions négociées au sein du gouvernement, bien sûr, mais aussi avec nos amis les syndicats. J'espère ne pas avoir été trop longue, Monsieur De Visscher, Monsieur Moison, mais voilà, je suis à votre disposition pour des questions
Merci en tout cas de votre écoute et en tout cas encore bon courage et bonne chance pour cette fin d'année académique et surtout pour la poursuite de vos études.